préparé par moi-même, Dr Ngomatip Sarah Edith, Dr Hakinjai, Dr Lam Sadou Yamoga et Dr Bangura Ma. Pour aider notre présentation, nous allons suivre le plan suivant, à savoir une introduction, ensuite la physiologie de la lactation, puis la composition du lait maternel. Nous allons parler des avantages de l'allaitement maternel, de la conduite pratique, des problèmes liés à l'allaitement maternel, puis une conclusion. Comme introduction, nous définissons l'allaitement maternel est l'alimentation du nouveau-né ou du nourrisson par le lait de sa mère, pris directement au sein ou exprimé puis donné par sonde nasogastrique ou à la cuillère. L'allaitement maternel exclusif, quant à lui, consiste à donner uniquement le sein pendant les 6 premiers mois sans aucun autre liquide ou aliment solide. L'allaitement maternel partiel ou mixte est un allaitement maternel associé à une autre alimentation comme des substituts du lait, des céréales, de l'eau ou toute autre nourriture. Concernant la physiologie de la lactation, en dehors de la grossesse, à l'intérieur du sein se trouve le corps glandulaire qui se divise en 15 à 25 lobes glandulaires qui eux-mêmes se divisent en acinis. Les constituants du lait maternel sont sécrétés au niveau des cellules épithéliales des glandes. La glande mammaire n'est composée que de quelques canaux galactophoriques dispersés dans les tissus conjonctifs et adipeux. Nous avons décrit ici des schémas où nous avons l'anatomie du sein et qui nous montre le premier schéma à notre gauche nous montre le schéma du sein en coupe avec les alvéoles, qui nous décrit les alvéoles ou acinis, le canal galactophore dont j'ai parlé, le canal lobulaire, le canal principal et les sinus lactifères. À droite, nous avons les différents lobes, les 15 ou 20 lobes que j'ai décrits tout à l'heure et qui se divisent en de nombreux lobules et qui s'achèvent en douzaines de sinus lactifères appelés alvéoles. Pendant la grossesse, maintenant, les seins se développent pendant la grossesse sous l'action combinée des hormones telles que l'oestrogène et la progestérone circulante. L'oestrogène a pour rôle d'augmenter la dimension et le nombre de canaux galactophoriques. Il sature les récepteurs de la prolactine produite par les cellules galactophores de l'hypophyse antérieure. Les cellules sécrétrices prolifèrent, s'organisant en petits sacs arrondis appelés alvéoles, à la surface desquels se multiplient les cellules myoépithéales contractiles et à leur périphérie se développe un important réseau de vaisseaux sanguins et lymphatiques. Quant à la progestérone, elle augmente le nombre de cellules alvéolaires. Elle bloque la fonction de lactation et d'éjection du lait jusqu'à l'accouchement. Pendant l'accouchement, la chute du taux de progestérone entraîne une augmentation du taux de prolactine, qui est l'hormone de synthèse des constituants du lait, sécrétée par l'antéhypophyse, permettant l'installation de la lactogénèse par les lactocytes. L'ocytocine, hormone d'éjection du lait, dont la synthèse se fait dans l'hypothalamus et le stockage dans la post-hypophyse, stimule l'expression ou l'éjection du lait par la contraction des cellules myoépithéliales des lactocytes via les canaux galactophores. Ce phénomène est aussi stimulé par la succion. Ici, nous avons Ici, nous avons un schéma nous montrant les mécanismes neuro-hormonaux de la lactation, c'est-à-dire la contrôle endocrine. Lors de la succion, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, la tétée stimule les récepteurs du sein, ces récepteurs vont aller stimuler l'hypophyse pour la sécrétion et l'hypophyse va permettre la synthèse. Le stockage va se faire au niveau de la post-hypophyse et l'anté-hypophyse pour pouvoir sécréter la prolactine et l'ocytocine qui sont responsables de l'éjection du lait. Le deuxième
schéma, quant à lui, c'est un schéma récapitulatif de l'hormonologie de la lactation, c'est-à-dire l'action des deux hormones responsables de la lactation, à savoir l'ocytocine et la prolactine. Nous avons les conditions qui favorisent cette production, les structures qui sont ciblées et les différents effets. Composition. La composition du lait maternel est adaptée aux particularités du nourrisson et à ses besoins. Elle joue un rôle protecteur. C'est un aliment complet. Pas besoin de diversification avant 6 mois. La composition varie en fonction du stade de la lactation. Le colostrum, on a d'abord en premier le colostrum qui est produit après l'accouchement. Ensuite, on a le lait de transition et enfin le lait mature. Le colostrum, lui, il est le premier lait. Il est de couleur jaune. Il apparaît vers le 3e trimestre de la grossesse et persiste 2 à 3 jours après la naissance. Il est de 20 à 30 millilitres environ le premier jour et augmente rapidement pour atteindre rapidement 150 millilitres par jour. Il est plus riche en protéines et contient de grandes quantités de sels minéraux, retenant l'eau dans l'organisme du nouveau-né et limitant ainsi la fuite hydrique et la perte de poids des premiers jours. La teneur en lipides est de 30 grammes par litre et celle en glucides de 45 grammes par litre. La vitamine E est la plus importante des vitamines dans le colostrum. Il est également riche en hormones et enzymes, facilitant la digestion et induisant le métabolisme hépatique. Il est riche en facteurs de croissance tissulaire, favorisant la multiplication et l'implantation de bactéries intestinales impliquées dans le bon fonctionnement du système immunitaire digestif et la défense contre les infections. Il contient des immunoglobulines, les IgA sécrétoires et les évacuations et les globules blancs. Ça, c'est un problème. Ici, nous avons un schéma, nous montrons un tableau montrant la composition moyenne du colostrum du premier jour au 3e jour. Nous passons maintenant au lait de transition. Le lait de transition succède au colostrum. Il est produit entre le 3e et le 15e jour. Sa quantité moyenne est entre 600 et 700 millilitres par jour. La composition est comprise entre celle du colostrum et du lait mature. La teneur en lipides et en glucides dans le lait de transition augmente. Il est respectivement de 36 grammes par litre et 66 grammes par litre, tandis que celle des protéines diminue de 16 grammes par litre. Lui, il est moins riche en sels minéraux. Maintenant, nous parlons du lait mature. Le lait mature est sécrété au-delà du 15e jour. Sa valeur calorique est de 70 kilocalories pour 100 millilitres de lait. Il couvre les besoins énergétiques du nouveau-né qui sont de 110 kilocalories par jour. Maintenant, nous allons parler de sa composition. Il est composé d'eau. L'eau représente, on a 88 grammes d'eau pour 100 millilitres de lait mature. C'est le principal constituant du lait. Il couvre les besoins en eau du nouveau-né et du nourrisson. On n'a pas besoin de supplémenter en eau avant 6 mois avec ce lait. Après l'eau, nous allons parler des protéines. Les protéines, quant à eux, sont la quantité de 0,9 à 1,2 g pour 100 ml de lait. Le rapport lactosérum-caséine est de 70 sur 30%, contrairement au lait de vache dont le rapport est de 20 sur 80%. Ceci rend le lait maternel plus digeste que le lait de vache. Parmi les protéines, on distingue les protéines non solubles, constituées essentiellement de la caséine, parmi lesquelles on distingue les sous-types alpha, bêta et kappa, qui représentent 30% des protéines totales. Ils aident dans la stabilité de la flore digestive. Ensuite, nous allons parler des protéines solubles constituées du lactosérum. Il représente 70% des protéines totales. Il est composé de lactoferrine, qui a une affinité élevée pour le fer, responsable de l'absorption du fer en grande quantité, d'où sa propriété bactériostatique. Nous avons la lactabulmine, qui contient de l'alpha-lactabulmine, qui ne contient pas de bêta-lactabulmine, contrairement au lait de vache, d'où le risque d'exposition aux allergies est moins important sous allaitement maternel.